Donc, on va la dédier au financement de l'économie bleue, de l'aquaculture, et également de voir quelles sont les nouvelles formes ou bien les nouvelles formules de financement innovants sur lesquelles on peut déjà y penser pour développer le secteur, mais pas le secteur uniquement, mais dans une logique de chaîne de valeur. Donc, c'est un peu ça l'objectif de ce side event. Alors, pour ce side event, il sera animé par trois éminents experts. Donc, on aura avec nous Madame, et on les remercie d'ailleurs d'avoir bien voulu participer à cette session pour nous animer ce side event. Donc, avec nous, on aura Madame Siam Flahi du ministère de l'économie et des finances, Monsieur Saïd Mourabit de la Banque islamique de développement et Monsieur Pierre Fayet de la Banque mondiale. Voilà, on souhaite la bienvenue aux panélistes et également à nos chers invités. Voilà, sans trop tarder, je pense qu'aujourd'hui, quand vous l'avez bien vu, le salon Al-Utis, c'est l'émanation en quelque sorte de l'économie bleue dans toute sa splendeur, avec la pêche, l'aquaculture. Il y a également l'ensemble des secteurs connexes qui gravitent, que ce soit le tourisme, que ce soit les chantiers navals, que ce soit la commercialisation, que ce soit la promotion des produits de la mer. Donc il y a un ensemble, c'est tout un écosystème, un écosystème qui est drainé par la pêche et l'aquaculture, et donc bien sûr dans une logique d'économie bleue. Et donc c'est un peu ça le cadre en fait global de ce side event, c'est comment faire de l'économie bleue vraiment un driver des secteurs halieutiques et spécifiquement celui de l'aquaculture. Donc sans plus tarder, j'invite Madame Siam Flahi à nous faire une très rapide présentation sur l'économie bleue au Maroc et également les initiatives qui sont en train d'être faites. Merci. Merci beaucoup Amine, merci à tous, bonjour tout le monde. Je suis vraiment honorée et ravie de pouvoir prendre la parole dans le cadre de cette table ronde sur l'économie bleue au Maroc. Je voudrais remercier l'Agence nationale de développement de l'aquaculture de me donner cette opportunité de présenter un peu le programme que nous pilotons au niveau du ministère de l'économie et des finances. Donc l'économie bleue, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on nous pose souvent la question. Si je peux avoir s'il vous plaît ma présentation rapidement. Alors l'économie bleue, selon la définition de la Banque mondiale, c'est l'utilisation durable des ressources marines et maritimes, en fait, l'utilisation pour promouvoir la croissance, créer l'emploi et puis assurer un développement durable tout en préservant les ressources marines. Donc c'est un domaine d'action qui se retrouve aujourd'hui au cœur des politiques de développement, au regard des potentialités qu'il recèle. Est-ce qu'on peut faire défiler les diapos, s'il vous plaît? Ah, merci. Désolée. Et par contre, là? C'est bon. Et pour revenir... Voilà, donc on était à la définition de l'économie bleue. Donc comme je disais, c'est un domaine d'action qui se retrouve aujourd'hui au cœur des politiques de développement au regard des potentialités qu'il recèle, notamment en termes de création de richesses, d'emplois, mais également en termes de durabilité environnementale et sociale. Donc classiquement, l'économie bleue tourne autour des principaux secteurs, la biotechnologie, le tourisme et l'aquaculture. Donc c'est un véritable levier de croissance, une croissance inclusive pour l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est un domaine qui permettrait d'assurer la sécurité alimentaire et favoriser l'innovation et le développement de nouvelles technologies. Donc le Maroc, en fait, de par sa position géographique et avec un trait de côte de 3500 km sur deux façades, atlantique et méditerranéenne, et puis avec une zone économique exclusive de 1,2 million de kilomètres carrés qui recèle d'importantes richesses, notamment en termes de biodiversité, avec plus de 600 espèces de poissons qui sont identifiées, avec des richesses minières et énergétiques considérables. Donc le Maroc, de ce fait, dispose d'un véritable capital maritime et qui est stratégique et pourrait de ce fait
devenir un véritable hub régional en matière d'économie bleue. Donc le développement d'une économie bleue, inclusive et durable, en fait, est une orientation stratégique de Sa Majesté le Roi, qu'il a rappelé d'ailleurs dans le cadre de son discours à l'occasion de la commémoration du 45e anniversaire de la fête de la Marche verte, et qui a appelé à faire de l'économie bleue un véritable moteur de croissance, notamment au niveau des régions côtières. Toutefois, il faut rappeler que même au regard de ce potentiel et au regard de ces opportunités, le Maroc a développé un certain nombre de stratégies, notamment la stratégie Halieutis, des stratégies également qui vont dans le sens et qui donnent en fait un cadre réglementaire pour la protection des ressources, notamment dans le cadre de la stratégie nationale pour le développement durable, le plan de gestion du littoral, etc. En fait, le problème, c'est le manque en fait, de collaboration, de coordination et de synergie entre ces différentes initiatives et ces différentes actions qui font que les objectifs escomptés n'ont pas pu être atteints à 100%. Donc, de plus, le capital maritime marocain, ou plutôt les ressources, font l'objet de pression. Donc, et de surpêche. Par exemple, 75% des stocks en Méditerranée font l'objet de surpêche. Et le coût de dégradation des ressources marines coûte au pays pratiquement 260 millions de dollars annuellement. Donc, l'économie bleue, comme je l'ai dit, en fait, c'est une approche et une vision intégrée. Donc, elle permettra en fait de valoriser et de, disons, libérer les énergies en levant certaines barrières et en levant les barrières qui entravent la libération du potentiel, notamment la fragmentation des politiques publiques et de la planification budgétaire. Et on se retrouve avec des initiatives qui se chevauchent et parfois qui se multiplient et parfois même avec des conflits. Nous avons des approches sectorielles qui sont cloisonnées avec une utilisation inefficace des ressources et des possibilités limitées d'investissement qui compromettent la création d'emplois, le développement des affaires, etc. Donc, l'économie bleue, en tant, comme je l'ai dit, avec son approche intégrée, permettrait de lever ces barrières et de libérer le plein potentiel des secteurs bleus. Alors, conscient d'ailleurs de toutes ces opportunités, et le gouvernement a développé en 2022 un programme national pour l'économie bleue. Ce programme, en fait, a été... Non. Sorry. Alors, le programme national pour l'économie bleue a été estimé à 2 milliards de dollars en termes d'investissement sur 5 ans. Il repose sur 3 piliers principaux, à savoir la souveraineté alimentaire, la création d'emplois, la croissance économique, mais surtout la préservation des ressources. Et ce programme est actuellement mis en œuvre en partenariat avec la Banque mondiale à travers un programme pour des résultats. Il s'agit d'un prêt de 350 millions de dollars, qui a été d'ailleurs, dont l'accord a été signé en juin 2022. Et qui vise en fait à mettre en place les jalons et les bases, notamment en termes institutionnels et en termes de gouvernance, pour l'élaboration et le développement d'une stratégie nationale pour l'économie bleue. Donc le programme actuel est déployé au niveau de 2 régions pilotes et mis en œuvre par 8 partenaires, notamment l'Agence nationale de l'aquaculture à travers la création de fermes aquacoles, l'Agence nationale des eaux et forêts pour les aspects qui sont liés à la restauration des forêts côtières, à la fixation par exemple des dunes, avec le département de la pêche maritime pour tout ce qui est création d'aires marines protégées. Et donc, comme je vous l'ai dit, déployé au niveau de 2 régions pilotes principales, à savoir la région de Souss-Messa et la région de Tanger et Tétouan-el-Hoceïma. Donc, ce programme qui a une durée de 5 ans a pour objectif, disons, à terme, de développer, comme on l'a dit, une stratégie nationale. Pour ce fait,
interministérielle a été créée. Elle est présidée par le chef du gouvernement et sa principale mission, c'est la validation de la stratégie nationale. Elle est appuyée par un comité technique et par une unité de gestion du programme qui est domiciliée au niveau du ministère de l'économie et des finances. Donc là, je passe. Voilà, donc en gros, nous avons pu, donc, parallèlement à la mise en œuvre de ce programme et au financement d'actions, comme je l'ai dit, portées par les principaux partenaires, mobiliser un certain nombre d'assistances techniques qui portent notamment sur l'évaluation de la croissance et des secteurs bleus, l'analyse institutionnelle et réglementaire. Donc, ce sont des actions qu'on a menées parallèlement au programme. L'élaboration d'une étude sur les financements bleus innovants, la conception des clusters côtiers et également la mesure de l'économie bleue. Donc, je pense que là, j'ai fait rapidement une présentation brève du programme et peut-être qu'on reviendra, Amine, sur ces aspects innovants tout à l'heure. Je vais céder la parole à Pierre ou Pierre. Merci, Chia. Okay. Okay. Est-ce qu'on peut aller sur la présentation suivante? Bon, le temps qu'il y a. Okay. Moi, je vais essayer de vous parler, du moins, c'est pas essayer, je vais vous parler de ça. Pour le moment, il n'y a pas énormément de choses à dire. Alors, vous êtes un petit peu frustrés, mais l'idée, parce que l'innovation, elle va venir du rapprochement des différents partenaires qui peuvent contribuer à l'émergence de l'aquaculture. Donc, il n'y a pas de recette miracle en tant que telle. On va en voir, on va surtout regarder ici qu'est-ce que l'on a comme potentiel, qu'est-ce que l'on a comme différents instruments de développement de l'aquaculture. Ah ben voilà, ça arrive. Mais ce que l'on va... Alors, il faut que je sache comment ça fonctionne. Ah ouais, ok. Bon, c'est facile. Ok. Alors, juste avant de commencer, parce que tout à l'heure, Lorenzo vous a donné un exemple sur l'économie. Alors, ça, c'est une photo prise, je crois, il y a une dizaine d'années au Vietnam. Donc, vous avez un monsieur ici qui a un champ, qu'il a converti, c'était un champ de riz, qu'il a converti en parc pour élever des crevettes. Le monsieur avait du mal à nourrir sa famille avec son champ de riz. Avec les crevettes, il a été capable d'envoyer ses enfants aux États-Unis pour étudier. Avec son champ d'1 hectare, il gagnait environ 60 000 $ de bénéfices par an. Donc grâce à ça, il a pu non seulement scolariser tous ses enfants, mais ensuite, il a pu les envoyer aux États-Unis. Donc vous voyez un peu le potentiel de développement de l'aquaculture. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il n'a pas fait ça tout seul. Et c'est peut-être ça qu'il faut, peut-être pas la leçon, mais l'intérêt de cette photo, c'est qu'il a fait ça parce qu'au Vietnam, il y a une association de producteurs, il y a une association d'exportateurs. Et l'association de producteurs a tout mis en place pour que des personnes comme ce monsieur-là puissent être formées, puissent recevoir des alevins, puissent recevoir des conseils, etc., etc., pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent avoir une exploitation qui fonctionne bien. Donc on voit bien que ce n'est pas lui tout seul qui a décidé un matin, tiens, je change, au lieu du riz, je mets des crevettes. C'est parce qu'il a fait partie d'un réseau. Et c'est peut-être ça qu'il faut avoir en tête, c'est que tout seul, c'est difficile, mais quand on est plusieurs, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà. Donc elle est juste là pour ça, pour montrer qu'il y a quand même un potentiel assez énorme, mais parce qu'on est dans un système qui permet cela. Hop. Bon, ça, je vais aller très rapidement. Hein. Ce qu'on voit, c'est que ça augmente. Et on avait fait des projections pour la FAO il y a à peu près 20 ans. Okay, et on avait conclu que ça allait continuer à augmenter. On va passer normalement au-dessus de 250 millions de tonnes à l'horizon 2050. Avec un petit bémol, c'est que dans certains pays, la population commence à diminuer. Que ce soit en Espagne et la Chine a perdu 4 millions d'habitants en 2024. Elle a perdu 2 millions d'habitants en 2023 et elle va continuer à en perdre à tel point que la Chine va devenir
le second ou peut-être même le troisième pays le plus peuplé du monde en 2100, avec un peu moins de 800 millions d'habitants selon les nouvelles données, des Nations Unies. Donc vous voyez qu'il y a des pays qui vont augmenter, Nigeria, Éthiopie, etc. Mais il y a d'autres pays, notamment sur le continent asiatique, dont la population va diminuer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le potentiel d'exportation, il va falloir peut-être regarder un petit peu moins vers l'Asie, ou l'Europe, ou les États-Unis, mais de plus en plus vers le continent africain lui-même, ce qui est un avantage assez redoutable pour le Maroc. Donc vous voyez, on a déjà là, si on se positionne à une échelle de temps assez longue, on est déjà en position ici de force. Alors, ça, c'est très rapide, hein. Il y a beaucoup de choses qui se font sur l'assistance, sur le support, sur l'aide pour l'amélioration de l'aquaculture un peu partout dans le monde. Au Maroc, on a déjà commencé à discuter, on voit qu'il y a déjà des programmes d'appui à l'investissement qui sont assez conséquents, que ce soit des régions, que ce soit des différentes agences. Ça, je vais rapidement. Ça, c'est peut-être ce qui est assez intéressant, la charte d'investissement. Oui, là, la présentation est en anglais, hein, comme ça, au moins tout le monde peut comprendre. Donc, la charte d'investissement, elle est assez intéressante. On a discuté ce matin, et visiblement, elle est en capacité non seulement de faire en sorte que des investissements se réalisent, donc c'est un bon coup de pouce, mais en plus, ça peut devenir assez facilement combiné avec d'autres instruments, quelque chose qui peut permettre la mise en place effective de l'aquaculture. Et ça, c'est peut-être l'autre chose aussi importante que l'on a pu voir, et Lorenzo l'a présenté pour le Honduras et d'autres pays, mais c'est que le contexte institutionnel doit être favorable à l'émergence de l'aquaculture et au développement et au bon déroulement de l'aquaculture. Ça, c'est quelque chose d'important. On en a discuté entre nous tout à l'heure. L'un des principaux freins, et moi je le vois, hein, on a travaillé ici en 1998 sur les premiers textes sur la politique aquacole et stratégie aquacole. 1998, d'accord? On est aujourd'hui à 1600 tonnes en 2023. Donc vous voyez, 98, il y avait quelques tonnes, c'était surtout des huîtres. On est maintenant à 1600 tonnes. C'est pratiquement rien. Regardez le Nigeria. Le Nigeria, sur les 10 dernières années, a multiplié sa production à peu près par 15. On est à plus de 800 000 tonnes maintenant de poissons produits au Nigeria. Prenez le Ghana, qui n'est pas très loin à côté. Le Ghana a multiplié aussi par 10 sa production sur les 10 dernières années. D'accord? On est à peu près à 50 000 tonnes maintenant au Ghana. Donc vous voyez qu'il y a des pays qui n'ont pas la recette magique, mais qui ont réussi à développer leur aquaculture parce que le contexte institutionnel ou le contexte de réglementation était très favorable. Et c'est ce qui a permis à des investisseurs locaux, mais aussi à des investisseurs étrangers, je pense surtout au Ghana, de pouvoir développer considérablement l'aquaculture. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Évidemment, les banques, alors ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont ici, donc on va pouvoir les rencontrer. Ce qu'on a regardé, donc c'est à peu près où on en est aujourd'hui. On a un engouement assez extraordinaire ici au Maroc pour l'aquaculture que l'on a évalué à pratiquement 6 milliards de dollars en tout. Donc vous allez avoir la décomposition ici. Donc c'est quelque chose qui est en route, on va dire. Donc alors évidemment, il faut quand même avoir en tête que là-dessus, il va y avoir quelques échecs assez cinglants. D'accord? Donc il faut l'avoir. Par exemple, en ce moment, et ça c'est peut-être intéressant à noter, en Europe, il y a eu un engouement fantastique pour le développement des larves et des mouches, ce qu'on appelle la mouche soldat noir, qui devait servir à nourrir l'aquaculture et servir aussi pour, comment on dit ça, les élevages de poulets. Les deux plus grosses usines en France et en Europe se sont complètement cassées la gueule. D'accord? Donc c'est pratiquement 1 milliard d'euros d'investissement. Okay. Donc vous voyez, il y a eu un engouement tel, et puis tout d'un coup, tout est retombé.
et avec des difficultés. Donc il faut penser que là-dessus, on va avoir des échecs, mais ça ne va pas empêcher les choses d'aller de l'avant. D'accord ? Donc ça, on a vu. Hop. Alors, ce qui est important, et ça, je pense que c'est le credo de l'économie bleue, c'est que l'économie bleue, ce n'est pas l'économie maritime. L'économie maritime, c'était l'économie des différents secteurs. Donc, on regardait ce que faisait la pêche, ce que faisait l'aquaculture, le tourisme côtier, le transport, etc. L'économie bleue, c'est véritablement de pouvoir créer des liens qui n'existent pas. D'accord ? Et là, je vais me référer à Voltaire, qui disait il faut créer ces liens qui nous unissent. Donc, vous voyez, c'est cette idée de créer des liens qui n'existent pas nécessairement, mais qui permettent de créer de la valeur et de créer des emplois. Donc, on a l'aquaculture. Et là, par exemple, si on pense à l'aquaculture, on peut penser à l'élevage de poissons, mais aussi l'élevage d'algues, l'aquaculture, qui permettent, et là il y a un intérêt, qui permettent aussi de pouvoir bénéficier ou pouvoir d'attirer des crédits carbone. Parce que les algues séquestrent du carbone. Donc on voit qu'on est dans un système où on peut juste faire du poisson, où on peut faire du poisson, des algues, obtenir des crédits carbone, et donc faire beaucoup plus de choses, et de la sorte contribuer, par exemple, si on va sur la séquestration carbone, de contribuer à ce qu'on appelle la contribution nationale déterminée du Maroc, donc qui est par rapport à l'accord de Paris. Alors, donc là, ce qu'on a regardé, nous, on a essayé de regarder en termes de financement où on pouvait se situer sur quatre maillons, on va dire, importants. Le premier, c'est celui surtout sur la valorisation, donc tout au long de la chaîne de valeur. On a le contexte de régulation, on a cette intégration, ce qu'on disait tout à l'heure, donc c'est les liens entre l'aquaculture et les autres secteurs. Et enfin, sur les partenariats, que ce soit les partenariats nationaux ou les partenariats internationaux. Alors, ce qu'on a essayé d'estimer aussi, c'était, je crois que c'est là en bas, vous pouvez y aller tout de suite, c'est quel était, si on regardait, quel était le manque à gagner du Maroc par rapport à un développement, on va dire, raisonnable de son aquaculture. D'accord ? Et on est environ à 460 millions de dollars par an. Donc, c'est-à-dire que si on avait une aquaculture qui était en place, on a les marchés, et vous allez le voir, on a déjà les marchés, on pourrait augmenter de manière assez conséquente, un demi-milliard, la performance du Maroc, donc les revenus du Maroc par rapport à ça. Donc, vous voyez, vous avez les chiffres, ici on voit. Alors, sur certains chiffres, on n'a pas les données. Najat mentionnait tout à l'heure le problème des données. On est à la pêche aux données en permanence ici au Maroc. C'est un problème typiquement marocain, je vais dire. D'accord ? Mais peut-être que l'aquaculture va permettre de nous résoudre tout ça. Alors, donc, sur les financements, sur les mécanismes, donc, il y a pas mal de mécanismes. Mais on a fait des études, on a fait le même travail sur l'Asie, on a fait le même travail sur les Caraïbes. Il n'y a pas de solution miracle en tant que telle. D'accord ? Donc les solutions sont d'abord entre vos mains, ici, que ce soit les mains entre l'ENDA, les différentes agences. Et vous allez le voir ici, il y a plusieurs mécanismes qui existent. Okay ? Alors, en ce moment, tout le monde est en train on va dire, de rêver avec les blue bonds, les obligations bleues. D'accord ? Alors, le premier exemple en Afrique, et dans le monde d'ailleurs, ça a été les Seychelles. Les Seychelles ont émis pour 15 millions, d'abord 9 millions, ensuite 6 millions de blue bonds. Ça leur a pris 10 ans. Il y a 2 personnes au ministère des Finances qui ont travaillé pendant 10 ans pour mettre ça en place pour le suivi. Le résultat, on ne le voit pas. Donc les 15 millions ont été utilisés dans différents projets dont on a de la difficulté à voir les impacts. Donc, vous faites le raisonnement, 2 personnes pendant 10 ans pour travailler là-dessus. Alors évidemment, les Seychelles ont une publicité extraordinaire, d'accord ? Mais c'est relativement cher. Donc il y a des options qui sont séduisantes a priori, au premier abord, mais qui ne sont pas nécessairement les bonnes, d'accord ? Donc, et c'est pour ça que je pense que
tout à l'heure Chiam insistait, mais c'est véritablement sur la mise en relation des différents acteurs que va pouvoir se développer l'aquaculture. Donc là, on a mis des exemples. Bon, je commence ici en termes de politique fiscale, c'est surtout aussi une politique sur les incitations. Donc on l'a mentionné tout à l'heure avec l'agence, mais il y a pas mal de solutions. Mais on va évidemment, et c'est l'objet de notre présence ici, discuter avec tous les interlocuteurs ici qui agissent, qui peuvent avoir une intervention sur ce schéma-là, et pour pouvoir améliorer tout ça. Donc voilà où on en est. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de possibilités. Et après, donc, le deuxième rendez-vous pour nous, ça va être de faire une proposition sur un certain nombre d'options de financement qui sont les plus à même. Et on va, je pense, rester sur cette catégorisation pour pouvoir mieux intervenir. Sinon, on va avoir quelque chose d'assez confus et quelque chose d'assez large. Donc voilà, je vous remercie. Merci Pierre pour ce grand topo par rapport à ces nouvelles formules de financement de l'économie bleue. Et également, c'est des produits qui sont nouveaux, des produits qui sont novateurs, c'est-à-dire pour profiter pleinement de la splendeur de l'économie bleue, c'est-à-dire tous les services écosystémiques qu'elle rend, toutes les innovations qu'elle apporte, et c'est une façon, avec ces formes de financement, un peu de rétribuer en fait tous ces services écosystémiques. Je me tourne vers M. Saïd Mourabit, donc représentant de la Banque islamique de développement. Comme vous le savez, au Maroc, il y a un vaste programme qui est porté en collaboration avec les différents partenaires pour promouvoir les chaînes de valeur de l'aquaculture. Donc, c'est la promotion de l'aquaculture en elle-même et également les maillons amont et aval de la chaîne de valeur. Donc, aujourd'hui, c'est Mourabit par rapport à ce programme. Qu'est-ce qu'il apporte ce programme et comment il a été pensé et quels sont les objectifs d'intérêt stratégique. Merci. Ok, merci. De prime abord, je tiens à remercier l'ANDA pour nous avoir offert cette initiative, ou bien cette opportunité pour parler un peu de l'innovation en matière de financement de l'aquaculture et surtout présenter le projet que nous appuyons ici au Maroc. Mais si vous le permettez, je voudrais commencer peut-être par rebondir à certains éléments qui ont été évoqués par mes deux collègues concernant le financement d'une manière générale. Madame Filahi a évoqué, disons, le programme d'investissement qui s'élève à peu près 2 milliards de dollars. Et bien entendu, il faut innover par rapport, disons, à la mobilisation des ressources nécessaires pour le financement de ce programme. Et j'ai retenu dans la présentation des représentants de la Banque mondiale un certain nombre d'outils innovants, notamment tout ce qui concerne le debt swapping. Je crois que la conversion de la dette en investissement pourrait constituer un des leviers importants pour le financement de l'aquaculture au Maroc, tout en sachant qu'il y a des expériences réussies qui ont été déjà expérimentées par d'autres institutions dans le cadre de ce qu'on appelle Debt Ocean Swap, la conversion de la dette pour les océans. Et je crois qu'il y a des opportunités ici au Maroc, mais aussi le Maroc a une solide expérience en matière de conversion de la dette en investissement d'une manière générale. Le Maroc a déjà expérimenté à partir des années 1990 cet exercice de gestion active de la dette extérieure, notamment à travers l'achat de la dette onéreuse et aussi à travers la conversion de la dette en investissement à travers les négociations directes sur le plan bilatéral. Je crois que c'est une opportunité de peut-être penser à rembourser par anticipation la dette onéreuse et le gain qui serait généré par ce genre d'opération pourrait être affecté directement pour le développement et pour le financement du programme de l'économie bleue. Ça, c'est le mécanisme idéal par le marché, mais il y a aussi d'autres mécanismes qui pourraient être peut-être abordés sur le plan bilatéral avec certains créanciers du Maroc en essayant d'identifier les opportunités d'investissement et de s'accorder avec le créancier donc sur l'idée de la conversion elle-même à travers une négociation tripartite entre l'investisseur, le Maroc et le créancier, soit multilatéral ou bilatéral. Il y a également d'autres mécanismes qui sont
Allô? Pardon. Qui sont utilisés par la Banque islamique de développement, justement pour ce qu'on appelle blended finance. On essaie d'améliorer la consistance de nos financements. Et dans ce cadre-là, nous avons deux expériences. La première expérience, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle Lives and Livelihood Fund. C'est un fonds qui a été créé conjointement par la BID et d'autres institutions philanthropiques, en l'occurrence Bill and Melinda Gates Foundation, le fonds saoudien le fonds qatari pour le développement, le fonds d'Abu Dhabi pour le développement, le centre Roi Salman et puis le fonds de solidarité islamique. En quoi consiste ce fonds? Ce fonds donc finance certains projets en améliorant l'élément dans le financement. Et d'ailleurs, le projet d'aquaculture que nous finançons ici au Maroc donc, bénéficie de ce financement, de ce fonds. Il y a également une autre opportunité ou bien notre mécanisme qui est adopté par la BID, c'est celui de la concessionnalité à travers le programme de déploiement de technologies dans les pays membres. En quoi consiste ce programme? Ce programme vise à promouvoir l'échange technologique entre les pays membres et en contrepartie, il y a une concessionnalité importante qui se situe entre 10 et 20%. Et dans ce cadre-là, nous avons approché l'université Roi Abdallah ibn Abdelaziz en Arabie Saoudite, qui ont développé des technologies dédiées pour le développement de la pisciculture et de l'aquaculture d'une manière générale. Et dans le cadre de ce programme, donc, un financement concessionnel est accordé et qui s'élève à hauteur de entre 10 et 20%. Bien entendu, il y a d'autres mécanismes pour faciliter l'accès des opérateurs dans le secteur au financement à travers la mise en place d'une facilité de garantie. Et nous avons accordé au Maroc un financement sous forme d'un prêt sans intérêt au profit de Tamwilcom, qui est le fonds de garantie, justement. Et parmi les secteurs qui sont ciblés, c'est le secteur de l'aquaculture. En 2018, nous avons initié quelques discussions avec le fonds d'investissement ITMAR pour voir, disons, la maturité du marché marocain par rapport à la création d'un fonds d'investissement qui serait dédié à l'économie bleue d'une manière générale. Bien évidemment, 7 ans après, je crois, à travers les performances qui ont été réalisées par les opérateurs, je crois que maintenant le terrain devient plus ou moins fertile pour, disons, l'adoption de ce genre de solutions. Et on pourrait bien sûr songer à dupliquer peut-être l'expérience du fonds d'investissement Aquaspark, qui constitue le modèle pour le financement de l'aquaculture. Et rien n'empêche, bien entendu, de bâtir sur le momentum créé par le fonds Mohamed VI d'investissement stratégique et qui pourrait cibler, entre autres secteurs, le développement de l'aquaculture. Ce sont certains éléments donc, qui pourraient peut-être prise en considération pour aborder la problématique de financement. Maintenant, s'agissant de la chaîne de valeur, et comme vous le savez, sur le plan économique généralement, donc, lorsqu'on aborde la problématique de chaîne de valeur, il y a des segments pour lesquels la valeur ajoutée, malheureusement, est très faible, surtout lorsqu'il s'agit de la fabrication, de la production. Mais il y a d'autres segments là où il y a une génération d'une grande valeur ajoutée, notamment tout ce qui se situe en amont et en aval. C'est dans cette perspective-là que nous nous sommes dit lors de la préparation du projet de l'aquaculture, et d'ailleurs le titre de ce projet, Making Aquaculture Work for Markets and Social Inclusiveness, reflète en quelque sorte, disons, le double objectif de notre intervention, c'est-à-dire, bien sûr, on va essayer à travers ce projet d'accompagner les porteurs de projets, les jeunes, les femmes, etc., pour augmenter leurs revenus, générer des revenus et aussi lutter contre la pauvreté
et contribuer à la sécurité alimentaire, mais il y a également cette dimension de marché qui est très importante. C'est pour cela que les activités que nous avons sélectionnées traitent des aspects qui se situent en amont, mais aussi en aval. Donc, par exemple, si l'on prend tout ce qui est en amont, donc le projet comprend des activités qui visent la construction des écloseries de coquillages et aussi de captage de naissains. Ça, c'est important parce qu'on a constaté qu'il y a quand même un flux inverse vers l'extérieur à travers l'importation. Et aussi au naval à travers l'appui des unités de processing, d'emballage et d'expédition. Et grâce à ce projet, avec l'appui d'autres institutions bien entendu, le Maroc a réussi à diversifier ses produits. Le panier actuel donc, comprend déjà 10 produits, comparativement à deux où ça fait maintenant 10 ans. Mais ce qui est important aussi, c'est surtout cette dynamique d'exportation. C'est très important parce que, comme vous le savez, l'une des clés de voûte, disons, de développement économique, c'est surtout réussir le pari d'exportation. Et à travers ce programme, nous avons déjà réussi à ajouter un produit au panier des exportations ici au Maroc, ce qui témoigne de cette dynamique importante qui a été créée par ce projet. Et dans ce sens-là, je crois que pour pouvoir donc aider le Maroc à réussir ce pari, il y a un certain nombre d'éléments à prendre en considération. Le secteur de l'aquaculture, en termes de complexité économique, on pourrait le considérer comme étant, j'ose pas dire moins complexe, mais il y a quand même un certain savoir-faire qu'il faut développer. Le Maroc, avec son écosystème actuel qui comprend déjà une solide expérience dans le domaine de la pêche maritime, peut sauter, jumper directement et facilement vers ce secteur et développer des produits nouveaux pour lesquels il y a un fort potentiel d'export, comme il a été souligné par mon collègue. Et dans ce sens-là, je crois que 3 directions peuvent être empruntées par le Maroc. La première, c'est l'échange avec d'autres pays qui ont déjà une expertise dans ce domaine. Et dans ce cadre-là, la Banque islamique de développement a déjà pris attache avec l'Indonésie, qui est classée 2e à l'échelon international, avec une production totale de 20 millions de tonnes par an. Donc, pour voir comment le Maroc pourrait bénéficier de cette expertise dans le cadre d'un jumelage institutionnel entre les deux institutions et surtout bénéficier de cette expertise. Et nous avons introduit ça dans le cadre de notre projet, dans le cadre de ce qu'on appelle dans notre jargon le reverse linkage, qui consiste en quelque sorte un échange tripartite entre le pays provider de l'expertise et le pays bénéficiaire, et la banque joue un rôle de facilitateur. C'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, je crois que c'est peut-être le moment, disons, d'impliquer la diaspora dans le développement de l'aquaculture au Maroc. Et je saisis cette occasion pour me permettre peut-être de demander à nos collègues de l'ANDA, et nous sommes également ouverts, on pourrait considérer même ça dans le cadre de notre projet, de faire en quelque sorte un mapping des ressources de la diaspora marocaine qui travaille dans le secteur et qui pourrait donc être d'un apport très positif pour le développement de l'aquaculture. Et troisièmement, et d'ailleurs l'année dernière, je me rappelle, j'ai eu quand même des réunions avec des Marocains résidant à l'étranger qui veulent s'installer ici au Maroc, qui ont déjà une expertise à l'extérieur et qui veulent s'installer et investir dans le secteur de l'aquaculture. La troisième direction, c'est les investissements directs étrangers. Je crois que vous savez, les IDE d'une manière générale ne sont pas considérés uniquement comme une source de financement, mais aussi comme un canal de transmission d'expertise et de savoir-faire.
Et je crois que déjà, le Maroc, à travers les différents appels à manifestation d'intérêt qui sont lancés par l'ANDA, donc il s'est déjà engagé sur cette voie. Déjà des projets dans le domaine de la fabrication de la farine d'algues, etc. Et ce sont pistes de réflexion par rapport, disons, aux moyens efficients pour promouvoir le secteur au Maroc. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Morabit. Oui. Merci beaucoup, Morabit, pour votre contribution. Et je me tourne vers Madame Fellahi pour lui poser une question par rapport au programme Économie bleue. Et de savoir, au regard donc, de ces tendances mondiales, au regard de ces cadres de développement Économie bleue au monde, du côté du Maroc, quels sont les programmes innovants qui sont faits dans le cadre du programme Économie bleue? Merci Amine, merci Pierre. Donc c'est une question que j'attendais en fait et pour laquelle j'ai préparé une bonne réponse. Donc par rapport aux aspects innovants qu'apporte le programme, j'aimerais bien en citer six aspects innovants. Donc premier aspect ou premier élément clé, c'est la gouvernance. Donc étant donné, comme on l'a rappelé tout à l'heure, qu'il s'agit là d'un programme avec une multitude d'acteurs, une implémentation au niveau de la région, etc. Donc, le mode de gouvernance est un élément clé. Pour la première fois au Maroc, on a mis en place une commission interministérielle, donc qui va essayer d'assurer la collaboration intersectorielle entre les différents secteurs de l'économie bleue. Et puis, donc, deuxième chose, c'est qu'on a essayé de mettre en place des mécanismes de coordination régionale qui vont essayer d'assurer en fait cette collaboration verticale. Donc ça va, vous allez certainement me poser la question comment est-ce qu'on va pouvoir le faire, et je vous réponds tout de suite. Ça m'amène au second point qui est en fait la budgétisation collaborative. Donc à travers la mise en place et le développement d'un budget collaboratif. Donc le budget collaboratif, vous vous posez tous certainement la question de ce que c'est. C'est un concept qui n'existe pas, qu'on a développé au niveau du ministère en partenariat avec l'appui de la Banque mondiale. Et en fait, il s'agit d'un processus de planification budgétaire inter- et multisectoriel. Donc c'est un concept qui emprunte les principes clés du leadership collaboratif. Alors pour faire plus clair, disons, c'est que tous les secteurs qui travaillent dans le cadre de l'économie bleue vont pouvoir à un moment essayer de planifier de toutes leurs dépenses, les programmes d'investissement de manière disons collaborative, de sorte à produire un budget global. Comment on fait d'habitude, comment on procède? Chaque année, donc, et à l'occasion des discussions budgétaires, et ça vous le savez, chaque secteur va vers la direction du budget du ministère de l'économie et des finances défendre et négocier son budget de manière unilatérale. Cette fois-ci, donc, il s'agit en fait de permettre à tous les acteurs d'aller ensemble négocier leur budget pour avoir un budget global. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ben, ça va permettre d'avoir quand même de permettre à ces secteurs d'avoir une certaine force et un poids lors de la négociation, de pouvoir éviter les chevauchements, les duplications, d'avoir des initiatives par-ci, par-là qui se chevauchent, parfois même qui présentent des conflits. Et troisième chose, ça va permettre également de pouvoir assurer et renforcer en fait les synergies entre les différents partenaires. Donc troisième point, pour pouvoir faire cela et pouvoir travailler et pousser tous les partenaires à travailler de manière collaborative, et ça c'est le troisième aspect d'innovation du programme, c'est qu'on va essayer d'implémenter et d'intégrer tous les aspects qui sont liés à, disons, au nudging et aux sciences du comportement. Donc on est en train de travailler, on a déjà en fait travaillé avec l'appui de la banque sur le développement d'un
disons d'un programme exécutif au profit de tous les partenaires et tous les secteurs, des partenaires représentant les secteurs de l'économie bleue, de sorte à pouvoir intégrer toutes les, disons, tous les apports des sciences du comportement. Vous savez, généralement, quand on a une politique publique, parfois on a beau mettre tous les moyens financiers, parfois les ressources humaines, les compétences, mais il arrive un moment où on se retrouve face à des indicateurs qui ne sont pas toujours ouverts, à une certaine inefficience, disons. Et quand on a, donc, et ça c'est des études qui le démontrent, et c'est des expériences aussi qui ont été menées à l'échelle internationale, il s'avère souvent que, surtout lorsqu'il s'agit de politiques publiques à caractère social, que la dimension comportementale n'a pas été prise en compte. Et donc là, je fais référence à tous les apports du nudging, des sciences du comportement, du leadership, qu'on va essayer cette fois-ci d'intégrer comme pilote au programme national de l'économie bleue et qu'on va essayer de dupliquer par la suite à l'ensemble des programmes des politiques publiques. Donc pour votre information, une unité nudge a été créée au sein du ministère de l'économie et des finances et un programme exécutif au profit, comme je l'ai dit, des partenaires va être déployé. Donc quatrième élément, donc j'ai cité le mode de gouvernance, le budget collaboratif, les sciences du comportement. Et puis quatrième élément, ça va être le développement ou disons le déploiement de la stratégie autour des clusters côtiers. Donc ça a été une recommandation disons, du rapport sur le nouveau modèle de développement. C'est également un travail de benchmark qu'on a fait à l'international et qui a permis en fait de voir que le meilleur moyen en fait pour assurer, comme on l'a dit, et pour réussir la mise en œuvre du programme au niveau des territoires, c'est de pouvoir développer ou disons des clusters régionaux. Donc un cluster bleu ou un cluster, qu'est-ce que c'est? C'est un espace en fait de dialogue, de travail où vont se réunir toutes les parties prenantes au niveau des territoires qui sont concernés par l'économie bleue. Donc on va retrouver les administrations publiques, les représentants des administrations publiques, les institutions de recherche, les universités, les ONG et surtout les représentants du secteur privé. L'idée derrière la création de clusters bleus, c'est de pouvoir renforcer la collaboration entre les différentes parties prenantes au niveau des territoires, assurer les synergies, mais surtout mobiliser les investissements privés et les financements en faveur des projets. En fait, il est question de pouvoir également donner de la visibilité à des startups, également pour des startups d'innovation dans le domaine de la secteur, du secteur, dans le domaine de l'économie bleue, pour pouvoir mobiliser les financements. Cinquième élément, parce que j'ai parlé en fait de 6 éléments, là je vais revenir rapidement à mon bout de papier. Donc là j'ai parlé de l'approche comportementale, c'est les clusters, le mode de gouvernance. C'est le développement de la finance bleue innovante. Et là, Pierre en a dit un mot tout à l'heure. Donc, avec la banque, on a essayé de travailler, en fait, vous le savez, à un moment, l'orientation du ministère de l'économie et des finances, c'était vraiment de pouvoir développer des instruments de financement génériques qui vont couvrir l'ensemble des secteurs. Et puis, on s'est rendu compte à la langue que, donc, il y a certains secteurs, notamment l'aquaculture, qui présentent des spécificités et certaines particularités et que les instruments actuellement sur le marché auxquels les instruments actuellement sur le marché ne pourraient pas répondre. Et donc là, il est question, et toute une étude d'ailleurs a été faite, une première étude sur la pré-identification d'instruments de financement bleu innovant a été menée. Actuellement, je pense qu'on est dans la phase de dimensionnement pour le développement de plans d'affaires et le déploiement rapide de ces instruments de financement. Donc voilà, merci Amine pour la question. J'espère que j'ai répondu. Non, mais merci à toi pour la belle réponse. Merci. En tout cas, merci en tout cas à tous nos experts pour leur contribution. Je pense que le programme Économie Bleue, il a sa stratégie, il a son plan de développement, il a également son identité visuelle, tout un plan d'action qui est mis en œuvre et le tout qui est synthétisé dans une vidéo. Et comme on est dans un monde de l'image, un monde de perception, je pense qu'on va lancer la vidéo pour conclure ce beau side event.
Le royaume du Maroc, là où l'Atlantique embrasse la Méditerranée, l'océan n'est pas seulement une vaste étendue d'eau. Il représente un défi, une responsabilité et surtout le pilier d'un futur rempli de potentialités. Inspiré par la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le programme Économie bleue est né. Une décision royale, affirmant une fois de plus l'engagement du Maroc en faveur de la durabilité et du développement. وفي هذا السياق المطبوع بروح المسؤولية الوطنية يدعو القطاع الخاص إلى مواصلة النهوض بالاستثمار المنتج بهذه الأقاليم لا سيما في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي. كما ندعو لفتح آفاق جديد أمام الدينامية التنموية التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية لا سيما في القطاعات الواعدة والاقتصاد الأزرق والطاقات المتجددة. S'étirant fièrement sur 3500 km de littoral et une zone économique exclusive, le Maroc se révèle comme un véritable géant maritime. Ses rivages stratégiques abritent 58% de notre population urbaine. 81% de nos unités industrielles contribuent à 52% des emplois et à 59% du PIB. Non seulement le littoral, mais nos secteurs économiques fleurissent également grâce à la richesse de nos eaux. La pêche, par exemple, contribue à 2% du PIB national. De plus, l'aquaculture a vu 60 projets se concrétiser en 2023, offrant de nombreuses opportunités d'emploi, de même que pour le tourisme côtier durable. Mais ce n'est pas tout, car au-delà de nos rivages, les écosystèmes forestiers du Maroc, s'étendant sur plus de 9 millions d'hectares, offrent des services écosystémiques inestimables. Face à cette richesse, l'accent sera mis sur la protection, la préservation et la restauration de ce trésor naturel, notamment les forêts côtières. Une mission qui nous mène naturellement vers le programme Économie bleue. L'économie bleue, définie comme l'utilisation durable des ressources océaniques pour stimuler la croissance économique, augmenter les revenus et les emplois, tout en préservant la santé des écosystèmes océaniques, incarne notre engagement envers l'avenir. D'ailleurs, notre programme national Économie bleue Maroc, mis en œuvre en partenariat avec la Banque mondiale dans le cadre d'un programme pour les résultats d'une enveloppe de 350 millions de dollars, est une réponse audacieuse aux enjeux actuels. Avec cette vision, nous mettons l'accent sur 3 piliers essentiels: la sécurité alimentaire, le développement économique et la préservation de notre riche patrimoine naturel. Fort de cet engagement, des clusters côtiers émergeront, alignés sur le nouveau modèle de développement, cherchant à stimuler la synergie entre les différentes régions. La mise en œuvre du programme Économie bleue Maroc est assurée par la Commission interministérielle pour le développement de l'EB. Instituée en 2023 et sous la direction du chef du gouvernement, cette commission est investie de plusieurs missions cruciales. Elle est responsable de la validation de la stratégie nationale pour l'EB, s'occupe du développement de la planification et de la programmation multisectorielle et assure la coordination efficiente entre les différents acteurs publics et privés impliqués dans la concrétisation des programmes d'investissement. Sur chaque étendue de notre littoral, chaque initiative, chaque réalisation symbolise notre marche résolue vers un avenir où développement et conservation se rejoignent harmonieusement. Programme Économie bleue Maroc, un idéal partagé, une mission collective, un futur orienté vers la durabilité. Voilà. Donc voilà, je vais juste prononcer très rapidement le mot de la fin pour vous remercier tous de votre participation et pour vous dire qu'aujourd'hui, attends la jette, c'est qu'une pré-conférence. La grande conférence, c'est demain à partir de 10h30 sur la session de l'aquaculture. Donc un grand merci au staff technique qui ont assuré toute la logistique de cet événement, les traducteurs qu'on a beaucoup dérangés avec nos passages. Et merci à vous tous, bonne soirée et à demain, Inch'Allah. Et donc, effectivement, comme tout secteur productif, l'aquaculture, elle apporte un certain nombre de types, une typologie de risques pour lesquels il existe des produits d'assurance adaptés. Donc, sans plus tarder, je ne suis pas expert de cette thématique, je vais laisser la parole à M. Tahiri qui va nous en parler. Bienvenue, M. Tahiri.
Merci beaucoup, c'est Amine. Bonjour à tous. Donc avant de commencer de parler des produits d'assurance, permettez-moi de me présenter, de présenter le cabinet d'assurance. En fait, c'est Assurance Atlantique Sud. C'est un cabinet de courtage d'assurance. On travaille avec toutes les compagnies d'assurance au Maroc, spécialisé dans le risque entreprise et spécialement les risques en relation avec tout ce qui est pêche, aquaculture. Nous sommes captifs d'un groupe pratiquement qui fait de la pêche. Donc, ce qui nous permet d'avoir une visibilité sur le besoin des professionnels du métier. Le choix de la couverture, ça découle déjà d'un besoin. Le rôle d'un courtier d'assurance ou d'un assureur conseil, c'est aller chercher les besoins et de leur trouver des solutions auprès des compagnies d'assurance et des réassureurs. Le choix de la compagnie Wafa Assurance et de la SCR, ça a été un choix pertinent. On a travaillé pendant 2 ans à chercher une solution et grâce à la SCR et à Wafa Assurance, on a pu trouver une solution marocaine qui résout le problème d'un manque. C'est-à-dire l'année dernière, on parlait avant novembre, il n'y avait pas de couverture d'assurance pour l'aquaculture. Grâce à ce partenariat entre les 3 entités, on a pu créer un produit purement marocain qui résout ce problème de manque de couverture. Ceci d'une part. D'autre part, laissez-moi sonner une alarme concernant un problème juridique par rapport aux entreprises qui font, c'est-à-dire qui financent par les organismes de crédit. Lorsqu'il y a un problème de couverture, tout le monde, on parlait de l'année dernière, l'avant-l'année dernière, qu'est-ce qu'on faisait? On assurait la multirisque des bureaux. Parce qu'il y avait un problème de couverture. On ne peut pas couvrir les fermes d'aquaculture. Et ça, c'est un très grand problème parce que le jour où il y a un sinistre, l'organisme de crédit a un problème de recouvrement, l'investisseur a un problème parce qu'il doit régler, c'est-à-dire honorer ses engagements par rapport à l'organisme de crédit et vice-versa. Donc je laisserai mon collègue, c'est Amine, pour percer dans la couverture et technique. Merci Sid Tahani pour votre présentation. Bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui parmi nous pour vous parler de notre produit qui est l'assurance destinée au secteur de l'aquaculture. Je me présente, je suis Amine Mouranim, je suis en charge des branches spéciales au sein de la Société Centrale de Réassurance, qui est filiale du groupe CDG. Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter le produit assurance aquaculture. Si on peut projeter le... Donc, comme l'a si bien dit M. Tahani, le besoin il est là. Aujourd'hui, une grande, si ce n'est pas la totalité des fermes aquacoles au Maroc, n'ont pas de couverture assurance, alors qu'ils sont exposés à de nombreux risques qui peuvent, du jour au lendemain, arrêter carrément leur activité. C'est allumé. Alors, pour le prix, je me présente, Mehdi Bernissi, Wafa Assurance. Très rapidement et sommairement, Wafa Assurance est le leader du marché de l'assurance au Maroc, avec un peu plus de 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Pour le coût de l'assurance, le coût est très important, mais le risque est encore beaucoup plus important. Ce qu'il faut voir, c'est un peu les solutions qu'on apporte pour faire face au sinistre lorsqu'il survient. Souvent, prenons l'exemple de l'assurance automobile, on va payer 3 000 dirhams, 4 000 dirhams, et en face, on peut avoir une
perte d'un véhicule qui vaut 400 000 dirhams. Donc le coût de l'assurance dans tous les cas de figure reste un coût relativement raisonnable, je dirais pas dérisoire, mais très très raisonnable, parce que les assureurs vont aller sur une approche de mutualisation du risque. Donc automatiquement, plus on assure de risques dans le cadre de l'aquaculture au Maroc, plus les prix vont être tirés vers le bas. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec notre partenaire, la SR et Atlantique Sud, effectivement, on essaie, c'est un risque émergent au Maroc, il faut le savoir, que l'aquaculture, c'est vrai qu'elle existe au Maroc depuis les années 80, elle se développe beaucoup depuis ces 5-10 dernières années. Nous, assureurs, on a du mal encore à intégrer sur ce marché. On a apporté des solutions du marché international. Et il faut savoir que les solutions qu'on a ramenées avec nous, avec la Société Centrale de Réassurance, sont des solutions exactement les mêmes qu'on va retrouver en France, en Espagne, aux États-Unis. Et les prix sont, on a essayé de tirer les prix pour que ce soit des prix similaires. Donc ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est d'être un peu accompagner ces investissements qui sont extrêmement importants. Ce qui est certain, c'est que vous avez l'expertise de deux leaders du marché, et il faut savoir que ces deux leaders du marché, on est accompagné par des experts à l'international. Donc par la force des choses, on va vous apporter un très bon produit avec une excellente qualité de service, notamment avec Atlantique Sud qui est du métier. Et en cas de sinistre, nos experts sont également là pour faire face au sinistre et vous remettre dans la situation qui était la vôtre avant le sinistre. Donc le prix, soyez-en sûrs, ce sont des prix très 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 compétitifs. Amine, je te cède la parole. Merci. Monsieur Magnissi. Donc voilà, notre présentation se déroulera de cette façon. Donc nous allons commencer par vous donner un petit aperçu de façon très brève sur les perspectives du secteur aquacole au Maroc, puis on passera directement à la présentation du produit assurance et aquaculture. Donc on va vous présenter quelle est la clientèle cible de ce produit, quels sont les événements couverts dans le cadre d'une police d'assurance aquaculture, qu'est-ce qui n'est pas aussi couvert, quelles sont les exclusions standards dans une police d'assurance aquaculture, quelle est la limite de couverture qu'on propose, et quels sont les éléments d'appréciation requis pour une étude de risque aquacole. Après, nous allons conclure notre présentation en vous parlant des avantages d'avoir un contrat d'assurance aquaculture. Donc, comme vous le savez tous, le secteur aquacole est un secteur à fort potentiel pour l'économie marocaine. Donc, les autorités donnent beaucoup d'importance à ce secteur et travaille pour le développer encore plus. Donc le Maroc compte 9 zones allouées à l'aquaculture sur l'ensemble du littoral. 200 fermes ont été installées dans différentes régions du Royaume en 2024, avec une production à terme estimée dépassant les 124 000 tonnes par an. Donc pour l'année 2025, il y a un plan d'action qui a été mis en place et qui prévoit la réalisation de 22 projets structurant visant à accélérer le développement du secteur aquacole au Maroc. Tout ça pour vous montrer le fort potentiel que présente le secteur pour l'économie marocaine. Donc aussi, il y a 2 programmes d'investissement qui ont été lancés par l'ANDA dernièrement, en partenariat avec des bailleurs de fonds internationaux. Ces programmes d'une enveloppe totale de 300 millions de dirhams ont pour objectif principal de soutenir les projets aquacoles et de stimuler le développement du secteur. Maintenant, on va vous présenter le produit assurance destiné au secteur de l'aquaculture. Donc, comme vous le savez, l'élevage aquacole peut être exposé à de nombreux risques. Grâce à l'assurance aquaculture, l'assuré peut être certain qu'en cas de mortalité, maladie et dégâts causés par une tempête ou d'autres événements qui impacteraient les stocks ou équipements, l'assuré aura les moyens de redémarrer son activité le plus rapidement possible. Donc, le produit cible principalement les fermes aquacoles terrestres et marines, spécialisées dans l'élevage des poissons comestibles et ornementaux, des mollusques tels que les moules, les coquilles Saint-Jacques et les huîtres, les échinodermes tels que les concombres de mer et les oursins, les crustacés tels que les crevettes, les écrevisses et les homards, les fermes conchilicoles et les écloseries et pépinières.
Donc, quels sont les événements couverts dans un contrat d'assurance aquaculture? Donc, le produit assurance aquaculture couvre principalement la mortalité des stocks. On peut distinguer deux types de produits. Il y a la couverture tout risque. C'est une couverture qui couvre principalement la mortalité ou autre perte physique du stock assuré, résultant d'un événement prouvé, soudain et imprévu. Donc, quelle que soit la nature du risque. C'est une couverture tout risque. Donc, tous les risques sont couverts, sous réserve bien sûr de certaines exclusions. Il y a le deuxième produit, où l'assuré choisit les risques qu'il souhaite couvrir, ce qu'on appelle les risques désignés. C'est une couverture qui couvre aussi la mortalité ou perte physique du stock assuré, résultant d'un événement soudain et imprévu causé par un ou plusieurs risques assurés. L'ensemble des risques assurés diffère selon que l'exploitant est en offshore ou en onshore. Donc les risques couverts pour les fermes qui sont en offshore, donc nous avons tout ce qui est tempête, foudre, volcan, tsunami, tremblement de terre, collision, défaillance structurelle soudaine et imprévue de l'équipement. Aussi les vols et actes de malveillance, y compris les actes de malveillance de groupes de défense de l'environnement ou de droits des animaux, sont aussi couverts dans le cadre de ce contrat. Il y a aussi la prédation ou dommages physiques causés par des prédateurs ou d'autres organismes aquatiques. Nous avons aussi la pollution qui est couverte, la désoxygénation due à une activité biologique concurrente ou à des modifications des conditions physiques ou chimiques de l'eau, y compris bien sûr la remontée d'eau et la température élevée de l'eau, mais à l'exclusion des particules inorganiques en suspension résultant d'une tempête. Donc nous couvrons aussi toute autre modification de la concentration des constituants chimiques normaux de l'eau, y compris la modification du pH ou de la salinité de l'eau. Donc les maladies sont aussi couvertes dans le cadre de ce contrat d'assurance. Pour les risques onshore, donc nous couvrons principalement la pollution, les actes de malveillance, les inondations, les dégâts causés par une tempête, affaissement, glissement de terrain, défaillance structurelle, rupture ou blocage de toute partie du système d'approvisionnement en eau. Aussi, le gel et dommages dus au gel sont couverts. Il y a aussi la sécheresse, les incendies, les foudres, les explosions, le tremblement de terre, le tsunami, le volcan. Nous avons aussi les pannes mécaniques ou électriques qui sont couvertes, les dommages accidentels aux machines et autres installations défaillances ou interruptions de l'approvisionnement en électricité ou électrocution. Donc c'est un produit qui couvre et la mortalité du stock et les dommages causés aux équipements de la ferme aquacole. Donc nous couvrons aussi les modifications de la concentration des constituants chimiques normaux de l'eau, y compris la saturation en gaz dissous et la modification du pH ou de la salinité de l'eau. La maladie aussi elle est couverte dans ce contrat d'assurance. Les limites de couverture proposées, donc la limite assurée peut atteindre 200 millions de dirhams, donc, selon appréciation du risque bien sûr. Donc, il y a une étude qui doit être faite au préalable pour évaluer le risque et valider la limite assurée. Donc bien sûr, comme tout contrat d'assurance, il y a des exclusions. Il y a des risques qui sont automatiquement exclus du contrat. Nous avons l'abattage intentionnel sur ordre d'un organisme officiel ou autre, le manque mystérieux et ou inexpliqué et ou perte attribuable au cannibalisme, perte découverte uniquement lors du classement ou de l'échantillonnage de routine ou de la récolte. Aussi, il est exclu toute cause dont l'assuré avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance après enquête ou investigation raisonnable avant la prise d'effet de l'assurance. Les traitements médicaux sont aussi exclus, à moins que ce traitement ne soit effectué conformément aux instructions du fabricant ou sous la direction d'un vétérinaire aquacole agréé. Il y a aussi la négligence grave de l'assuré, de ses employés et de ses dirigeants. Les pertes indirectes et la responsabilité civile est aussi exclue de ce contrat d'assurance.
Donc, pour pouvoir statuer sur la limite de couverture et le tarif à proposer à l'assuré, donc il y a bien sûr des éléments d'appréciation qui sont faits au préalable. Il y a un questionnaire qui doit être dûment complété pour chaque site à assurer. Il y a aussi un formulaire de calcul des projections de stock pour la période couverte par la police. Donc, et pour les gros risques, il y a une visite de risque qui doit être effectuée par des experts pour valider l'étude. Donc, quels sont les avantages d'avoir une assurance aquaculture pour un aquaculteur, un investisseur en aquaculture? Donc, premièrement, il y a la couverture tout risque qui offre une couverture complète. Donc, quelle que soit la nature de risque, elle est couverte. Le sinistre est couvert et indemnisé par la compagnie d'assurance. Il y a aussi la couverture des risques désignés qui offre la possibilité de choisir les risques qui correspondent le mieux aux besoins et aux exigences spécifiques de l'exploitation. Nous pouvons aussi mettre en place des limites et des franchises appropriées par risque ou par site. Aussi, nous pouvons couvrir les équipements flottants en mer, tout ce qui est cage, filet, ponton, et les transits de poissons vivants peuvent être inclus dans l'assurance. Merci. Et je suis là pour vos questions et ouvert à répondre à vos questions. Merci beaucoup, c'est Amine, pour votre présentation. Alors, si je comprends bien, si j'ai très bien compris la présentation, ça veut dire que les produits d'assurance, ils couvrent toutes les filières de l'aquaculture. Poissons, coquillages, c'est bien ça. Exactement. Alors, je pense, Madame Zizeh, vous aviez une question que vous m'avez posée. Je vous ai invité à poser la question aux spécialistes. Très bien, merci beaucoup pour votre présentation. Au fait, je voudrais savoir comment est-ce que vous disposez de personnel, je dirais entre guillemets qualifié pour évaluer la part des responsabilités. Est-ce que c'est plutôt une négligence de la part de l'assuré ou comment vous... Tout à fait. Vous allez pouvoir évaluer et faire la part des choses. Donc ça, c'est une des questions. Tout à fait, madame. Donc nous avons pu développer des partenariats avec des experts en aquaculture, en études et en études de sinistres. Donc c'est des partenaires et c'est des experts internationaux qui sont capables effectivement d'évaluer le sinistre, de le comprendre et de connaître quelle est la nature et l'origine du risque. Et ma deuxième question, est-ce qu'il y a eu déjà des investisseurs nationaux qui ont déjà souscrit à ce genre d'assurance? Et je ne sais pas si vous pouvez nous donner aussi un cas d'exemple, combien ça leur a coûté, etc. Donc comme nous avons expliqué au tout début, c'est un nouveau produit qui est mis sur le marché. Donc, nous avons eu des premiers contrats d'assurance. Pour le tarif, il n'y a pas un tarif standard. Ça va dépendre de la taille de l'exploitation, du risque, de la nature du risque, du niveau d'exposition au risque. Est-ce que c'est une exploitation en onshore ou en offshore? Donc il y a plusieurs éléments à étudier avant de pouvoir déterminer le tarif. Mais comme a dit M. Magnici, c'est un tarif qui n'est pas très cher par rapport au risque qui est couvert derrière. Merci. Nous remercions l'Agence nationale de développement de l'aquaculture pour cette opportunité. Alors, merci également pour l'initiative, c'est très important pour les fermes aqua. Alors, comme chercheur, j'ai juste une petite question. Comment vous allez couvrir les variations des paramètres physico-chimiques, comme pH, de la température? C'était un petit peu une question. Donc, exactement, oui. Donc, nous avons des experts qui sont capables d'évaluer cette variation. C'est-à-dire, il y a un pH, il y a une valeur normale de pH. Mais ces valeurs changent selon l'environnement, ce n'est pas un risque. Est-ce que ce changement de valeur a entraîné une mortalité du stock ou une maladie ou une perte du stock? C'est là où intervient le rôle de l'expert.
Maintenant, s'il y a une variation des composants chimiques de l'eau et qu'il n'y a pas de perte, qu'il n'y a pas de risque, donc le contrat ne rentre pas en jeu, le contrat d'assurance. D'accord, je comprends. C'est-à-dire que vous allez couvrir les pertes des poissons et ce n'est pas la variation. Oui, c'est le poisson et les équipements aussi. Ah, j'ai bien compris. Merci. Voilà, c'est ça. Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, Madame Bakhali, pour les fermes aquacoles, effectivement, il y a le premier risque. Le premier risque à couvrir, c'est vraiment la perte du stock. Parce qu'un aquaculteur, donc, dès le démarrage de l'élevage, dépendant du cycle de chaque espèce, donc il y a un stock qui se constitue. Donc il démarre à l'instant T0 et donc ce stock croît de mois en mois. Il y a également la partie infrastructure, c'est-à-dire équipement d'équipement de la ferme aquacole, qui est également un risque pour les opérateurs. Je pense que c'est ça voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions au niveau de la salle. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous remercie tous de votre participation. Et je pense que vous êtes au Hall A, c'est bien ça. Vous êtes au Hall A, ici c'est le pavillon de l'aquaculture Hall E, donc c'est le pavillon de tous les aquaculteurs. Donc, Monsieur Pierre, tout à l'heure, nous avait fait un topo sur les nouveaux produits financiers en termes d'obligations bleues et autres. Et on était en train de penser à peut-être pour demain, quel serait un produit financier qui peut être global et qui prend en charge un ensemble d'éléments techniques d'ordre financier de façon globale. Oui, alors, juste pour rebondir là-dessus en 2 secondes. Je prends le cas d'AXA, d'accord, qui a développé un produit spécifique, donc dans le cadre d'un, j'ai oublié le nom en français, mais qui, plutôt que de rembourser ou dédommager les gens, en fait, a créé un fonds d'investissement pour pouvoir faire en sorte que certaines structures, par exemple en aquaculture, on peut penser aux huîtres, qui permettent une protection côtière, puissent être développées de manière à éviter les dommages qui peuvent résulter d'un accroissement, d'une montée du niveau des mers et d'une augmentation du rythme des tempêtes, etc. Donc, est-ce que, assez rapidement, est-ce que les assureurs marocains sont en train ou vont mettre en place un certain nombre de produits innovants qui vont faire en sorte, que ce soit à travers l'aquaculture ou d'autres, améliorer ou réduire le risque justement auquel les aquaculteurs sont exposés? Oui, bien sûr. Donc les assureurs marocains sont ouverts à étudier toute possibilité qui permettra de réduire le risque. La mise en place de ce genre de projet va aussi nous permettre, nous, en tant qu'assureurs, de baisser un peu plus les tarifs d'assurance, puisque le risque baisse en parallèle. Après, ce dont vous parlez est très intéressant, mais je pense que c'est une réflexion écosystème. C'est une réflexion à mener avec l'écosystème concerné pour aller pousser, je pense, la réflexion un peu plus loin. Après, le souci qu'on a, c'est qu'il y a la première étape qu'on n'a pas encore franchie, qui est celle d'assurer d'abord le risque d'aquaculture avant de passer à la seconde étape. Je pense que le marché français est un marché très très mature par rapport à ce genre de risque, c'est historique chez eux, donc ils ont outrepassé cette couverture uniquement d'assurance. Effectivement, nous on peut être dans cette approche-là, mais déjà aujourd'hui on essaie de créer le besoin assurantiel chez l'écosystème. Chose qu'on n'a pas du mal, mais du moins on essaie d'expliquer l'importance de gérer le risque. Tout chef d'entreprise, et quelle que soit l'activité, va gérer son risque. Donc au même titre que l'écosystème aquaculture doit gérer son risque. Et je pense qu'avec tout ce qu'on apporte comme solution, déjà il faut passer cette première étape. Et quand on aura franchi cette première étape, effectivement, on peut passer à une seconde phase qui est participer tous ensemble à réduire le risque, soit par des financements, soit par des solutions assurantielles. Mais je pense qu'il y a déjà la première étape qu'on doit franchir, qui est très importante. Et déjà pousser les différentes fermes liées à l'aquaculture d'aller s'assurer. Et on est là, en fin de compte, on est là pour les accompagner. Aujourd'hui, on a des experts désignés au niveau de la gestion des risques. Et on peut leur apporter également cette approche gestion du risque.
Mais je pense qu'il y a une première étape déjà à franchir. Elle est importante pour nous parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est ce qu'on appelle des risques émergents. Et nous-mêmes, on doit développer une expertise par rapport à ces risques-là. Il ne faut pas se leurrer. C'est pas des choses qu'on maîtrise parfaitement. C'est des choses qu'on va apprendre avec les différents ministères concernés, avec les différents départements gouvernementaux concernés, avec les différents acteurs du marché. Et c'est important qu'on se développe tous ensemble et qu'on évolue dans ce sens-là. Je pense que votre idée, elle est très très bonne, mais je pense qu'elle peut arriver qu'en seconde phase. Voilà, merci. You want to ask a question? Bonjour. Je parle pas le français couramment, mais j'essaie. Je travaille pour une start-up japonaise. Okay. Well, I'll still try in French, yeah. Je travaille pour une start-up japonaise qui fait la technologie pour l'aquaculture et on a développé le système pour analyser la donnée satellitaire, pour analyser la condition de la mer. Et je m'intéresse à la possibilité de collaboration avec les entreprises d'assurance, mais est-ce qu'il y a des idées ou est-ce qu'il y a des projets de recherche et de développement pour utiliser la donnée numérique ou données satellitaires pour développer votre produit d'assurance pour le producteur aquaculture, aquacole et algoculture. C'est la première question. La deuxième est: est-ce qu'il y a des idées ou services que vous faites pour la mitigation de la risque par exemple le réchauffement climatique de la mer, comme pas seulement le creverie, mitiger la coût damage, mais la mitigation, ça veut dire que prévenir le risque avant. Sur la première question, bien sûr, on est toujours preneur de bonnes idées. Hein. Si on prend d'autres secteurs, pas similaires, mais d'autres secteurs parallèles, si on prend le transport, je pense qu'il y a certains transporteurs dans ce salon. On a intégré la partie boîtier GPS suivi par satellite. Donc il en va de soi que sur la partie gestion des risques, et ça c'est le rôle également d'ASR avec ses partenaires, je pense que c'est un élément également important. Mais je reviens toujours à l'élément initial, il faut déjà qu'on commence à mettre pied dans ce marché-là pour qu'il y ait un besoin et pour qu'on puisse répondre à ce besoin par des nouvelles technologies. Deuxième point, c'est pareil. Deuxième point, nous sommes prêts et disposés. Par exemple, pour Wafa Assurance ou d'autres compagnies d'assurance marocaines, pour la plupart d'entre nous, nous avons ce qu'on appelle des directions prévention et gestion des risques. Donc nous avons des experts, des ingénieurs désignés qui sont prêts à développer leur expertise en fonction des besoins. Et aujourd'hui, on a plusieurs secteurs d'activité pour qui nous travaillons aujourd'hui pour gérer le risque et le réduire. Mitigation of risk. Donc aujourd'hui, on sait faire, effectivement. Sur la partie aquaculture, nos ingénieurs sont assez agiles pour apprendre très très rapidement. Aujourd'hui, le souhait, c'est les différents acteurs de cet écosystème, c'est qu'ils viennent vers nous, nous demandent des consultations, qu'on fasse pour eux des tarifications, pour qu'on ramène des experts internationaux pour qu'ils viennent donner plus d'explications. On est disposé à investir ce secteur et à nous investir nous-mêmes et à financer, s'il y a lieu de mettre en place des études. L'objectif avec l'ASCR, c'est de développer le côté assurantiel de l'aquaculture, parce qu'on sait pertinemment que la gestion des risques, elle est importante à faire par le chef d'entreprise, mais l'assureur joue un rôle très très important, parce que le risque zéro n'existe pas, et parfois l'impact financier du sinistre est tellement important qu'on a beau gérer le risque, il faut un assureur derrière, parce que quand on perd 10 millions de dirhams, 20 millions, 100 millions de dirhams, c'est des fonds extrêmement importants. Donc il faut un assureur derrière et un réassureur derrière pour venir financer cette perte-là. Mais on est ouvert à toute proposition. Aujourd'hui, l'appel, c'est travaillons ensemble pour mettre en place une bonne couverture d'assurance pour l'écosystème au Maroc. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. A priori, non. Donc, je vous souhaite tous une bonne soirée. Merci à Amine, merci aux différents intervenants d'avoir bien voulu nous éclairer par rapport à ce sujet très, très complexe. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ce pavillon, c'est un pavillon d'échange, voilà, d'échange et de collaboration.
Merci à vous tous et à demain, Inch'Allah.